Pour vous ce soir, nous avons préparé différents reportages sur des problématiques actuelles. 3 grands titres à la une. Le thème de choisir vos représentants locaux et nous vous présenterons des éléments pour comprendre le processus électoral. 3 parents et un bébé, c'est désormais possible. Des spécialistes vous l'expliqueront. Et enfin, Cartier, célèbre photographe français au Musée des Beaux-Arts de Mexique. Le 7 juin prochain, il y aura des élections dans certains États du pays. Nos journalistes Baptiste San Juan et Lorena Salazar ont préparé un reportage sur le sujet. Le prochain 7 juin, il y aura des élections autour du pays. Dans ce processus, ça sera rénové en totalité la Chambre des députés et 17 États du pays choisiront un gouvernant. Pendant que Mexico choisira les différents chefs de les délégations administratives aux positions de routine, il y aura de nouvelles. On entraînait une institution et quelques partis politiques. Les nouvelles institutions en charge des élections, c'est l'Institut national électoral, le INE. Et les nouveaux partis sont la brunette, les partis poissons et les partis colibri. Concernant la ville, les différentes délégations peuvent choisir les chefs, mais pas tout candidat vous fait gouverner quelqu'un d'entre eux. Le parti désirant gagner les postes de les mêmes délégations. Ce sont délégation Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Guajimalpa, Milpa Alta et Coyoacán. Cette élection ne sera facile pour les candidats parce que l'organisation civile ont le compromis d'améliorer 8 conditions. Des candidats qui cherchent le poste gouvernemental doivent signer un agenda avec un plan de recharge du patrimoine, améliorer la mobilité, les services publics, etc. L'Union Jeune Coyoacán publieront les photos de candidats qui signent ou non pour montrer le pourcent, les compromis avec la population. L'opinion de les habitants, c'est important pour nous. C'est pour ça qu'il nous fait la question, quelle est votre opinion sur les élections de la délégation? Et dans les pays, nous avons besoin de professionnels qui savent ce que le peuple requiert et les gens qui peuvent faire respecter les lois. Ce sont les solutions. Les gens qui savent ce qui est décidé dans les délégations et dans les chambres législatives. Le 24 février, les députés anglais ont voté en faveur de la conception de bébés par 3 parents. Une décision controversée qui fait de Royaume-Uni le premier pays à légaliser ce processus génétique. Un reportage de Daniel Gardner. Cette décision a été célébrée par beaucoup de futurs parents parce qu'elle permettra d'éviter la transmission de certaines maladies héréditaires au bébé. Pourtant, le débat continue parce que les Russes anglais doutent de la sécurité et de l'éthique de la méthode. Ils argumentent que les scientifiques n'ont pas le droit de jouer à être Dieu. Il n'y a pas de doute que c'est une décision très importante pour notre société et nous avons l'obligation d'être informés. C'est pour cela que nous sommes ici avec la docteure Cassandra Salguero, qui est une experte en génétique de l'Université de Oxford, et avec le docteur Fernando Lezana, qui est un sociologue expert en biotique de l'UNAM. Docteur Cassandra, pourriez-vous nous expliquer comment il est possible qu'un enfant puisse avoir 3 parents? C'est simple. On a besoin d'un couple qui veut avoir des enfants, une donatrice, et le bout de la donatrice, on exhibe le noyau qui sera remplacé par le noyau de la mère, et après on le fertilise in vitro par l'expert du père, et voilà. Et pourquoi un couple voudrait se soumettre à cette procédure? Parce que grâce à cette méthode, beaucoup de femmes qui ont des maladies mitochondriales peuvent avoir des enfants qui n'héritent pas le gène défectueux. Et en plus, le bébé aura seulement environ 0,1% de l'ADN de la donatrice. Et vous, docteur Fernando,
que pouvez-vous nous dire à propos des conséquences éthiques de cette procédure? Bon, le problème pourrait être que l'enfant ait une crise d'identité en ce qui concerne son origine, mais la loi qui a approuvé la procédure dit aussi que l'enfant ne doit jamais connaître la donatrice afin d'éviter les problèmes émotionnels. Et en plus, on peut dire que la donatrice de l'ovule, c'est comme un donateur d'organes. Si on ne joue pas à être Dieu, on sauve des vies. Cette procédure est dangereuse. On l'a fait avant. Aujourd'hui, c'est complètement sûr et fiable. Et oui, il a été effectué aux États-Unis il y a 20 ans, sans aucun problème, mais il a été interdit quelques temps plus tard. Et voilà, des opinions des experts. L'alimentation à l'UNAM. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi se nourrissent les jeunes hommes qui construiront notre futur? Nos journalistes se sont plongés dans la cité universitaire pour les découvrir. Un reportage d'Ivan, Gabriela, Anaël et Sophia. La cité universitaire, un lieu qu'on vit avec les sangs. Où le goût n'est pas l'exception. Pour vous le prouver, nous allons vous donner quelques exemples. Les restos qui montrent la tradition culinaire mexicaine avec un mélange d'innovations, comme la Casa Club de l'Académico, la Solioro et le Nube 7, où l'architecture et les dessins jouent un rôle important. Imaginez-vous, vous reposez à côté de la réserve écologique, goûter des chiles en nogada ou des soupes aztèques, toutes les assiettes pour flatter votre palais et vue, et non plus l'expérience d'un service personnalisé. Mais la réalité des étudiants est très différente. On vit à toute vitesse, on ne mange pas toujours à la bonne heure. Beaucoup d'étudiants n'ont pas assez d'argent. La plupart du temps, notre meilleure option est celle qui cale l'estomac. Celle qui est la moins chère ou celle qui ne rend pas malade. On peut savoir où nous nous trouvons à l'aide d'une seule question. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que vous avez mangé? Una torta de filete. Y yo desayuné una torta de pastor con papas. Bueno, tomé un café y fresa. Una taza de leche y papas. Me tomé un café y una barra multigrano. Después me comí una torta y ahorita fruta. Ahorita esto. Más temprano café con pan. Un pavo, nada y café. Nada. À partir de cette interview, on peut conclure que les étudiants consomment principalement de la vitamine T. Tacos, tamales et tortas. Et avec tout ça, on se demande encore pourquoi on s'endort en cours. Mais, et en premier condamné, non. Quelques étudiants ont pris des choses en main. Pour améliorer l'alimentation des étudiants, j'ai amené mon propre repas. Je crois que la plupart des étudiants n'ont pas de temps. Je crois que les étudiants peuvent manger les fruits au marché le dimanche ou le samedi et ils peuvent parce qu'ici les choses peut-être très... Bon, je pense qu'une grande option, c'est ouvrir du resto communautaire
et aussi que la nourriture soit moins chère. Finalement, nous devrons essayer, en autre de manger, bien manger. Et campagne aussi de nutrition pour la santé des étudiants. Donc, il n'y a pas plus d'excuses. Transformons-le en action. Soyons par le changement de l'alimentation universitaire. Et de notre futur. Avant de continuer, l'actualité internationale avec Brenda Moreno. Bonne journée. Voici les nouvelles internationales du mois de mars. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en garde les États-Unis des conséquences qui, à partir de sa perspective, peuvent avoir un nouveau accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Et-il souligne que l'Iran sera toujours un ennemi pour les deux pays. Le président américain Barack Obama a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas déposé dans le Congrès une alternative viable sur l'accord du programme nucléaire iranien. Le président Obama dit qu'il n'y avait toujours pas d'accord, mais si elle est attend, sera le meilleur accord possible avec l'Iran. Le volcan Villarrica au sud du Chili a explosé le mardi 3 mars, donnant un grand spectacle jetant beaucoup de lave. Il n'a pas causé de ravages dans les zones avoisinantes. Une tornade a avalagé les côtes du Brésil dans les villes de Recife le 1er mars, devenue une tempête en mer. Le pape se rendra en voyage à Pompéi à Naples, samedi prochain. Le pape se rendra dans un quartier lié à la mafia connu comme la Camorra, dans le nord de Naples, quartier touché par le trafic de drogue et les affrontements entre les groupes criminels. L'Uruguay a un nouveau président, Tabaré Vázquez. Dans son discours, il a commenté les progrès réalisés par le Frente Amplio, qui est le mouvement politique qui le représente. Au Mexique, la chute de la tuta. Aucun coup de feu n'était tiré lors de l'interpellation le 26 février dans une maison de Morelia. Le criminel le plus recherché du Mexique dirigeait de une main de fer une organisation de narcos nommée les Chevaliers Templiers. Moins d'une semaine après la capture du narcotrafiquant le plus recherché du Mexique, les forces mexicaines de sécurité ont capturé le mercredi 4 mars au matin Omar Treviño, chef du cartel criminel de Zetas, l'un des plus violents du Mexique dans l'état de Nuevo León. D'autre part, les attaques terroristes continuent. Cette fois, il y a une attaque contre un journal allemand. 9 suspects de 18 à 21 ans ont été vraiment interpellés mercredi 4 mars de l'enquête sur une attaque à un champ incendiaire en janvier contre le quotidien allemand Hamburger Morgenpost, qui avait publié des caricatures de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. Juste ici les nouvelles internationales. Brenda Moreno, reporter du journal. Bonne nuit. Ne manquez pas l'exposition temporelle d'Henri Cartier, photographe de rue et des moments de la vie quotidienne au Musée des Beaux-Arts. Tout de suite, un aperçu en image. Bonjour à tous. Je m'appelle Carolina. Et je m'appelle Rodrigo et bienvenue au Palacio de Bellas Artes. Nous allons vous proposer de découvrir l'exposition du célèbre photographe Henri Cartier-Bresson. Nous allons parler de sa vie, son œuvre et sa relation avec le Mexique, un pays qui est considéré naturellement surréaliste. Pour finir, nous vous présenterons des témoignages de divers visiteurs qui nous donneront leurs impressions sur l'exposition. Tout au long de sa carrière, M. Cartier-Bresson a photographié de nombreux personnages comme Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Marie Curie, Henri Matisse, Pablo Picasso et aussi de grands événements comme la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile espagnole, la mort de Gandhi, l'Union soviétique après la mort de Staline, etc. Pour cette raison, il a été
appelé l'œil du XXe siècle. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition de M. Cartier? Il me semble très impressionnant quand ces photos reflètent le moment le plus profond de l'histoire humaine. Croyez-vous que l'art de M. Cartier reflète le regard du XXe siècle? Je ne suis pas sûr. Il y a d'autres photographes du XXe siècle. Néanmoins, M. Cartier est l'un des meilleurs à mon avis. Quelle est la photographie que vous aimez plus et pourquoi? Toutes, surtout les images de guerre, elles sont incroyables. Est-ce que vous recommandez l'exposition? Ah, mais oui, en particulier à ceux qui veulent voyager dans le temps. Je pense que Henri Cartier, c'est un homme visionnaire qui a récupéré les fondements surréalistes de tout le monde, non seulement en France, mais aussi au Mexique, en Espagne, en Italie, en Afrique surtout. Croyez-vous que l'art de Henri Cartier reflète la regard du XXe siècle? Oui, bien sûr, car tous les photographes qui l'ont montré, comme le communisme, la pauvreté et les guerres mondiales même, ils sont surréalistes. Est-ce que vous recommandez l'exposition? Ah oui, tout le monde doit connaître les deux du XXe siècle. Merci, mademoiselle. Maintenant, l'utilisation du vélo à l'UNAM au travers des réseaux Visipuma et des témoignages qui vous offriront un panorama général. Bonjour Roberto. Bonjour Fabiola. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bien. Et raconte-nous, où est-ce que nous sommes? Nous sommes à Séoul, à l'UNAM. Et pourquoi nous sommes ici? Ah, parce que nous allons parler du service Visipuma. Et tu sais que la ville de Mexico, c'est l'une des zones la plus polluées du pays à cause de l'augmentation et des activités industrielles et automobilistiques. Oui. L'UNAM Campus Séoul n'échappe pas aux effets de la pollution car tous les jours, 70 000 voitures entrent à peu près et la pollution dépasse de 75 000 étudiants, plus le personnel d'enseignement, de recherche, de l'administration. C'est pour cela qu'en mars 2005, le programme alternatif de transport Visipuma a été lancé. Son objectif est d'améliorer la santé et le bien-être et aider à réduire la circulation et ses effets nocifs. L'objectif du programme, c'est de donner à l'utilisateur, de manière gratuite, les moyens pour se déplacer vers les facultés et les centres culturels de l'UNAM. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Est-ce que tu sais faire du vélo? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes faire du vélo? Non, je n'aime pas, mais je n'aime pas marcher non plus. Ah, bien sûr, j'adore faire du vélo. Est-ce que tu aimes faire du vélo? Non, parce que ça me fait mal aux fesses. Comment est-ce que tu as commencé à faire du vélo et t'as quel âge? Ah, j'avais à peu près 5 ou 6 ans. Et c'est mon frère qui m'a appris à faire du vélo. C'était génial à la campagne. J'ai commencé à faire du vélo quand j'avais 5 ans. Ma mère m'a appris à faire du vélo. À l'âge de 10 ans, lors d'une classe verte organisée par l'école. Est-ce que tu as eu des accidents? Ah oui, oui, oui. Je m'ai cassé le nez. Oui. Je suis tombé dans une jardinière à Chapultepec. Oui, j'ai eu des accidents à vélo quand j'étais dans
l'avenue Insurgent. Un métro m'a craché. Oui, tout le temps. Es que te tombé amoureux de ta bicicleta. ¿Te has enamorado de tu bicicleta o gracias a tu bicicleta? Pues sí, me gustaba mucho mi bicicleta, todas me han gustado, pero también me gustaba un muchacho y salí con un niño y salí a andar en bicicleta a la misma hora que él. Éramos niños. Quand j'étais petite, il y avait un voisin dans le quartier qui faisait du vélo aussi et moi je sortais à la même heure que lui pour le rencontrer. Il me plaisait beaucoup. Oui, de mon mari, vous imaginez? Oh, à l'UNAM, mais pas avec les bicipumas, mais avec mon propre vélo. Toutes les semaines, quand je vais à Réforme, j'ai tombé amoureux. Mais non, parce que quand quelqu'un est en train de faire de vélo, il transpire beaucoup, je n'aime pas ça. Que penses-tu du service Bicipuma? Je pense que c'est magnifique. Il te donne l'opportunité de se transporter dans une faculté à l'autre. J'aimerais bien pouvoir connaître le service parce que nous, les ex-élèves, nous n'avons pas le droit de louer ces vélos. Même pas avec les cartes d'ex-élèves. Je trouve que c'est très injuste. Quels avantages a ce moyen de transport? Ça va très vite. Quand tu fais de l'exercice, c'est bon pour la santé. Est-ce que tu aurais des propositions à faire? Peut-être avoir les vélos dans un meilleur état. Parfois on a peur de les utiliser. Oui, peut-être que je l'utiliserais si je pouvais monter mon vélo jusque dans ma salle de classe. Ah oui, et je voudrais qu'il y ait un vélo à moteur. Ah, merci. Merci à toi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Comment vous utilisez les réseaux sociaux? Ce titre, Luisa et Mario ont enquêté pour vous. Ils sont allés à la rencontre de différents étudiants pour comprendre comment ils emploient leur temps sur Facebook. Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des messages. Facebook est le 12e site web le plus visité au monde après Google. Il compte aujourd'hui, selon les résultats de 2014, environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs. Nous sommes allés au CELE pour savoir comment les étudiants utilisent ces réseaux sociaux. Salut. Tu as un compte de Facebook? Oui. Tu partages des photos? Oui, je le partage. Combien de photos tu charges par mois? Ok. Quels sont tes intérêts? Les langues, la littérature. Où tu utilises ces réseaux sociaux? Dans l'ordinateur, dans l'ordinateur, le tablette, le table. Ordinateur, tablette et puis le téléphone. Ok. Quels sont les autres réseaux sociaux que tu utilises? Des fois Instagram. Ok. Viber. Non, Viber c'est pas un réseau social. Oui. WhatsApp. C'est tout. Ok. Pourquoi tu as Facebook? Parce que j'ai beaucoup de familles à l'étranger. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de partager des moments de vie et puis de connaître tout ce qui se passe autour de la famille. Oui. Voilà. Quels sont les avantages d'avoir Facebook?
Ça approche les gens. Et je sais qu'est-ce qui se passe autour de ma famille et mes amis. Et combien de temps tu l'utilises? Bon, des fois beaucoup de temps, des fois je rentre pas, des fois je peux rester 1 heure, des fois 2 heures, ça dépend. Qu'est-ce que tu partages? Est-ce que je partage? Oui. Alors, je partage des photos et des fois des choses politiques aussi. Ok, merci beaucoup. De rien. Quels sont les autres réseaux sociaux que tu utilises? J'utilise Twitter. Il y a un réseau social qui s'appelle Kontakti, de la Russie. Je l'utilise. Twitter, Instagram, Vine aussi. Parfait. Donc, pourquoi toi? Parce que je pense que c'est très intéressant de contacter avec les autres personnes de notre pays. Donc, quels sont les avantages d'avoir Facebook? Les avantages, ce sont que tu t'es rencontré avec les personnes qui sont en une place plus loin. Parfait. Et combien de temps tu l'utilises? Je l'utilise aujourd'hui et demain, tout le temps. Ok, parfait. Pourquoi toi Facebook? Je sais pas. Peut-être parce que quand je l'avais créé, mes amis aussi avaient un compte de Facebook, alors je pensais si on a un compte de Facebook, pourquoi je ne pas. Ok. Quels sont les avantages d'avoir Facebook? Tu peux rester. Tu peux te communiquer avec tes amis. Je sais pas. Je pense. Combien de temps tu l'utilises? Plusieurs heures par jour. Donc, combien de fois tu fais un post? 2 fois par jour. Et qu'est-ce que tu partages? N'importe quoi. Ce que je pense, ce que je vois. C'est tout? C'est tout. Moi, tu le sais? Oui, je le fais. Avec quel software? Avec Instagram. Quels sont tes intérêts? Mes intérêts sont culturels et Où tu utilises ces réseaux sociaux? dans mon portable. Quels sont les avantages d'avoir? Connaître d'autres personnes de tout le monde. Bien. Combien de temps tu l'utilises? J'utilise 2 heures. Par jour? Par jour. Ah ouais. découvrons ensemble un problème de société avec Laura en Amérique, les adolescents qui ne savent pas comment s'utilisent les préservatifs. Parfois les adolescents utilisent les préservatifs, mais ils ne l'utilisent
pas correctement. Pour cela, le programme d'aujourd'hui, c'est mon fils ne savait pas comment se mettre la capote. Rien, dis-moi, qu'est-ce que vous savez? Oh, monsieur Laurent, je ne sais pas ce que je dois faire. Mon fils ne sait rien faire. C'est comme inutile. Il ne sait pas laver les sols ou préparer le dîner. Mon Dieu, c'est sûrement un bout de chou. Qu'est-ce que vous dites? C'est un bout de chou. Tu es folle. C'est quand même à laisser ensemble une petite fille. Parce qu'il est très innocent. Il ne connaît pas ces choses-là. Bah, je ne suis pas d'accord. Vous devez savoir que les parents doivent montrer les enfants comment utiliser les préservatifs pour éviter les accidents ou les maladies de transmission sexuelle. Mais mademoiselle Laurent, je ne savais pas qu'elle a des relations sexuelles. Il a 14 ans. 14 ans, mon Dieu. Qu'est-ce que vous pensez, public? Que les responsables apparaissent. Bonjour, mademoiselle Laura. Écoute, je suis désolé, je ne voulais pas laisser ma petite amie ensemble. J'utilise une capote, mais ça n'a pas bien marché. Oh, petit bout de chou. Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien marché? Bon, écoute, Laura, je t'explique. J'ai fait tout ce qu'on me dit. Je ne voulais pas être perçu. Par contre, je ne savais rien de la sexualité. Je ne savais qu'elle devenait folle quand je l'ai touchée. Pour que je peux perdre la raison. Mais bon, elle serait. Oh, mon bébé, il a poussé de mon petit garçon. Ah, ce n'est pas si fort. C'est vraiment à laisser une fille enceinte. Je veux savoir quelque chose. Tu as dit que tu as fait tout ce qu'ils avaient dit. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Écoute, Laura, c'est une bonne histoire. Et je te vais expliquer. Le garçon de la pharmacie, il m'enseignait comment se mettre une capote. Bonjour, jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour. Je voudrais des capotes, s'il vous plaît. Des préservatifs? Bien sûr. Tiens. Merci. Écoute, bonhomme, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je peux mettre ces trucs-là? Bien sûr, c'est facile. Regarde. Tous les sorts sont en emballage. Et après, tu les mets dans ton tu les mets. Et voilà, c'est parti. Bah, c'est simple. C'est très simple. Et donc, ça fera 4,85 €. Ah oui, attends. Je le sors. Je le mets. 80. Voilà, c'est ça. C'est rien. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne voulais pas faire de nouvelles choses. Oh, mon camarade, est-ce que tu as laissé les capotes sur les doigts tout le temps? Bah, ouais. Tu es une inutile. Les capotes ne se mettent pas sur les doigts. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs d'avoir été attentifs à nos reportages. Tout de suite, reste sur notre antenne pour la classique Bourgeoise Pumas. On se retrouve dans la prochaine émission.